Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le langage LaTeX et aujourd'hui je vais vous parler du package eToolbox, qui s'écrit E-T-O-L-B-O-X comme vous pouvez le voir sur votre écran, et qui va nous servir à réaliser des opérations de type programmation en LaTeX. Je vais juste vous présenter quelques-unes des fonctionnalités, des commandes définies par ce package et voir comment on peut s'en servir. Je vous renverrai bien sûr vers le manuel qui est extrêmement détaillé. Alors bien sûr, il faut parler en anglais pour lire l'anglais pour le suivre, mais vous verrez, il y a un certain nombre d'exemples décrits dans le package qui sont très bien faits et qu'on peut facilement comprendre si on les copie-colle dans un document tech. Et c'est ce qu'on fera dans cette vidéo. Donc pour le package eToolbox, dernière chose à dire, une première chose qu'on va utiliser, c'est les structures conditionnelles. Ça fait écho à ma précédente vidéo sur comment réaliser des structures conditionnelles si alors dans un document LaTeX, mais uniquement à base de LaTeX. Là cette fois-ci on va voir comment faire la même chose mais avec le package eToolbox et puis on verra plein d'autres choses. Donc on va partir d'un document tech minimal, en tout cas assez simple, avec la classe de document article, la balise de début, balise de fin de document, et juste ici le contenu pour afficher le titre de la vidéo. On va utiliser le package Toolbox, donc première chose à faire c'est de le charger, donc anti-slash, ça se fait grâce à anti-slash use package eToolbox, voilà, et juste pour le côté esthétique visuel qui n'est pas du tout important, mais pour moi, pour que ça rentre bien, je vais juste enlever l'indentation du document en mettant par indente égale 0. Donc c'est pas du tout nécessaire, hein, c'est juste pour le rendu final. Donc voilà, et on va partir sur le package eToolbox. Donc tout d'abord, je vais vous montrer rapidement ici le manuel utilisateur d'Avril qui date d'avril 2015, donc, qui, comme je vous l'ai dit, qui est très bien fait, c'est en anglais. Il y a énormément de choses. Moi, je ne m'intéresse principalement qu'à quelques fonctionnalités qui se trouvent à ce niveau-là, dans la partie 3.5, 3.6, parce qu'il y a énormément de choses qui dépassent de loin ma compréhension du LaTeX. Mais ils redéfinissent des commandes, ils redéfinissent un certain nombre de choses pour que ça soit compatible avec ce qu'ils font, avec les nouvelles commandes qu'ils ont créées. Donc là, il y a plein de choses. Après, si vous avez vraiment eu quelque chose de très spécifique que vous voulez réaliser, c'est peut-être là-dedans que vous trouverez votre bonheur, mais moi, je vais vous présenter que quelques commandes en particulier. Donc, en particulier, donc j'ai allé ici dans les tests, donc on peut faire beaucoup de choses, tester si une commande a déjà été définie, tester si une macro a déjà été définie, si des paramètres existent, il y a énormément de choses. On peut faire plein de tests. On peut par exemple, on va y arriver, tester des chaînes de caractères, si des caractères sont définis, si elles sont égales. Là on arrive dans la partie qui moi m'intéresse en général un petit peu plus. C'est la partie sur les compteurs et les longueurs. Donc est-ce qu'un compteur a été défini? Est-ce qu'une longueur a été définie déjà? Est-ce qu'une chaîne de caractères est égale à une autre chaîne de caractères? Et prenons cet exemple-là de la chaîne de caractères. La commande c'est anti-slash if str equal, donc if, donc c'est si, str c'est le string, donc pour chaîne de caractères, et equal c'est pour égalité. Donc là on va mettre ici la chaîne de caractères numéro 1, la chaîne de caractères numéro 2, et ensuite, puisque c'est une commande qui commence par if, c'est une commande de type structure conditionnelle, où si elles sont égales, donc si c'est vrai, on va exécuter la partie du code qui se trouve ici, et si c'est faux, on va exécuter la partie du code qui se trouve ici. Et donc c'est vrai un petit peu pour toutes les commandes, en tout cas celles que je considère comme étant les plus utiles pour des novices, en tout cas ceux qui ne connaissent pas encore tout à fond. Donc il y a plein de commandes, et là en particulier il y a celle des tests arithmétiques. Donc là on a la commande qui est extrêmement bien détaillée, l'entier, la première expression d'entier, donc ça fonctionne sur des tests, quand je dis arithmétique c'est sur des entiers. La relation qu'on va utiliser, donc là on précise bien que les relations ça peut être plus petit, supérieur ou égal. Et ensuite le deuxième entier, et ensuite la partie du code à exécuter si c'est vrai, la partie du code à exécuter si c'est faux. Et ensuite, ce qui est extrêmement pratique, c'est, vous voyez là, ici, toute cette ligne-là, toutes ces lignes, c'est tout simplement un exemple, plusieurs exemples de l'utilisation de cette commande. Alors vous pouvez même remarquer que ce qui se passe juste avant, c'est considéré comme, entre guillemets, pour des gens qui connaissent, ce qui n'est pas forcément mon cas non plus, mais il n'y a pas d'exemple, c'est vraiment très simpliste, très simple, très sec, mais pour quelqu'un qui sait comment ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Par contre, pour des fonctions, j'ai envie de dire, plus grand public, comme if numcomp, là par contre ils ont quand même bien pensé la chose, puisqu'ils ont rajouté beaucoup d'exemples pour vraiment voir comment ça s'utilise. Donc il y a encore plein d'autres choses. Je vous invite, même si vous ne parlez pas anglais, vous pouvez télécharger le document et essayer de chercher justement les exemples, et puis les copier-coller dans votre fichier tech.
et voir comment ça marche. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire pour ceux qui vraiment ne veulent pas, ou ne peuvent pas lire l'anglais. Donc j'ai déjà préparé des extraits du manuel et on va les commenter ensemble et les faire fonctionner. Alors, on va commencer par le cas des booléens. Donc les booléens, je rappelle que ce sont des variables qui vont contenir il y a deux choix possibles. Soit le contenu de la variable est dit vrai, soit le contenu est dit faux. Donc voilà, juste c'est vrai ou c'est faux. Et donc automatiquement, quand on va tester la véracité de la variable, on va pouvoir adapter le code en fonction. Donc pour créer un booléen avec le package eToolbox, ça va se faire via la commande /newbool, donc pour nouveau booléen, et ensuite on donne dans l'argument obligatoire le nom de notre booléen. Donc ici la variable, je vais l'appeler ma condition. Ensuite, on va à ce niveau-là, alors je dis bien à ce niveau-là parce que là tout ce qui est verbe, c'est pour l'environnement verbatim, qui est pour les commentaires, donc toutes ces lignes-là, elles vont être affichées mais ne vont pas être interprétées par le compilateur, pour ceux qui ne sauraient pas exactement à ce à quoi ça correspond. Donc je reprends. Donc ici on a la commande bool through ma condition, c'est simplement pour dire que le booléen ma condition va être fixé à vrai. Ensuite là j'ai commenté, mais nous avons la même chose mais pour le fixer à faux. Donc là anti/bool false si on veut fixer le booléen ma condition à faux. Donc on veut que son contenu soit faux, qu'elle soit considérée comme fausse. Et ensuite, la fameuse commande qui va vraiment prendre tout son sens, qui va faire créer la structure conditionnelle, c'est la commande anti/if bool, donc pour si booléen. Donc le booléen en question est écrit justement juste après dans le premier argument obligatoire, et donc on va tester si le booléen qui suit est vrai ou faux. S'il est vrai, on exécute la portion du code qui se trouve juste après le booléen, donc dans le deuxième argument obligatoire. Si par contre le booléen est faux, on exécute la partie de la troisième argument obligatoire, donc la dernière partie. Donc là, si je compile cette portion de code et que je vous affiche le résultat, voilà, on l'a sous les yeux. Donc voilà, donc on a les lignes ici, 3 lignes de code qui ont été écrites, et le résultat final après compilation. Donc on voit bien que là, j'avais fixé le booléen ma condition à vrai. Donc quand on teste le booléen, on exécute la portion du code qui correspond à vrai, et donc on affiche ma condition est vraie. Si maintenant je reprends mon document et que la dernière instruction qui modifie le contenu de la variable ma condition, c'est anti/bool false, donc qui permet de mettre le booléen à faux, le contenu à faux, je compile, qu'est-ce qu'on va voir? Et bien maintenant, on voit que mon booléen est maintenant faux, et donc automatiquement, il exécute la condition, la partie qui correspond au résultat faux, c'est-à-dire la dernière partie, et donc il affiche ma condition est fausse. Donc voilà, l'utilisation des booléens, donc vous voyez, c'est quand même plus simple à utiliser que les structures conditionnelles en LaTeX de base, comme je vous avais présenté. C'est simple, c'est quand même plus simple. Voilà, il n'y a pas beaucoup de choses à reconstruire en prenant le nom de la variable, rajouter anti/if devant le nom de la condition et ainsi de suite. Là, c'est assez simple, c'est des fonctions qui sont toujours les mêmes. Donc c'est dans un esprit très orienté simplification. Donc maintenant, on va passer à la deuxième grosse fonction que moi je trouve extrêmement utile, c'est celle qui permet de comparer des nombres. Donc hop, je copie-colle cette portion de code, donc je vais tout commenter et ensuite on exécutera tout d'un coup. Donc toujours pareil, on a les commentaires à ce niveau-là à chaque fois. Et alors voilà, première portion du code qui est ici. La commande c'est anti/if num comp, donc qui veut dire tout simplement si nombre comparaison. Donc premier nombre, premier entier en premier argument obligatoire, ensuite l'opérateur de comparaison qu'on va utiliser, deuxième entier, et ensuite le résultat est la zone à exécuter si c'est vrai, la zone à exécuter, enfin la liste des instructions à exécuter si c'est faux. Donc là automatiquement on est en train de nous demander est-ce que 3 est plus grand que 6, c'est forcément faux, donc le résultat sera faux à la fin, après compilation. Ce qu'on peut voir, ce qui est plus intéressant, c'est qu'on peut réaliser des opérations arithmétiques. Donc là par exemple on a tout de suite dedans 7 plus 5 divisé par 2, est-ce que c'est égal à 6? Donc 7 plus 5, 12, divisé par 2, oui, c'est bien 6. Donc est-ce que 6 est égal à 6? Et bien donc là, après compilation, on va avoir affiché ici vrai. Donc là, c'est quand même pratique. On peut pas faire pareil maintenant au niveau des inégalités, faire des opérations numériques à gauche, demander si c'est plus grand que les opérations numériques qui se situent à droite, et demander si c'est vrai ou si c'est faux. Donc c'est quand même assez pratique, on peut faire des opérations de base.
Par contre, c'est très intéressant de mettre ça dans des structures conditionnelles pour exécuter 2 portions de code distinctes, mais si on met des nombres, ici 7 plus 5 divisé par 4, en général, les valeurs ne changent pas, donc la condition c'est toujours soit vrai, soit faux, on n'a pas besoin de mettre une structure conditionnelle à l'intérieur. Ça devient beaucoup plus intéressant si on utilise des variables dont le contenu peut changer. Donc là, on nous montre comment, pas comment ça va changer, mais comment on peut utiliser des variables de type compteur pour stocker des nombres, des entiers, et ensuite les manipuler. Donc ici, on va créer un nouveau compteur via la commande anti/newCounter, qu'on appelle countA. Ensuite, on va fixer la valeur du compteur à 6, donc via la commande anti/setCounter, countA 6. On fait pareil pour B, on crée un nouveau compteur countB, on fixe la valeur de ce compteur à 5, et ensuite on arrive dans la partie intéressante, qui est la partie de l'exécution du code. Alors, je vais enlever les espaces blancs pour que vous puissiez bien voir. Donc la première partie, c'est la zone en verbatim. La deuxième partie, c'est celle qui va être exécutée. Donc on utilise la commande if numComp. On va regarder la valeur du compteur A, on multiplie cette valeur à la valeur du compteur B et on divise par 2 et on demande si c'est bien égal à 15. Donc vous voyez, là au final, si on exécute un code pour faisant changer la valeur du compteur A et la valeur du compteur B, on va forcément avoir un résultat entre if numComp, grâce à if numComp, qui va changer entre vrai ou faux, donc deux exécutions différentes. Donc là, par exemple, qu'est-ce qu'on va obtenir? Ici, on a obtenu 6 qui est contenu dans A, multiplié par 5 qui est contenu dans B, donc ça fait 30, on divise par 2, ça fait 15, c'est bien égal à 15, on exécutera la portion de code qui est dans la partie vraie. Enfin, dernier exemple, c'est une subtilité qu'il faut bien avoir en tête au niveau de l'utilisation de la commande anti/if numComp, c'est que ça ne fonctionne que sur des entiers, ça ne fonctionne pas sur des nombres réels, sur des flottants. Donc là, un bel exemple pour voir que ça peut être la limitation en tout cas de cette commande, c'est si on lui demande de savoir si 6 divisé par 2 est égal à 5 divisé par 2. Il est clair que 6 divisé par 2 n'est pas égal à 5 divisé par 2. Puis le premier est égal à 3, le second est égal à 2,5. Sauf que 2,5 ce n'est pas un entier. Et le compilateur va arrondir par défaut, va arrondir de manière standard, la valeur de ce nombre réel. 2,5, quand on l'arrondit de manière standard, on va l'arrondir à 3. Donc au final, on se retrouve à se poser la question suivante, est-ce que 3 est égal à 3? Forcément, il va nous dire que c'est vrai, il va exécuter la portion de code qui se trouve ici, bien que nous savons qu'en termes de nombre réel, ce n'est pas vrai. Donc c'est vraiment une limitation importante, et puis je vous montrerai justement, en tout cas on en reparlera dans une prochaine vidéo où je rencontrerai cette petite difficulté. Donc là je vais compiler maintenant, et on va voir dans le document tous les résultats. Donc voilà, on y est. Donc on a bien sûr la comparaison, est-ce que 3 est plus grand que 6? C'est faux. Est-ce que 12 plus 2, est-ce que 6 est égal à 6? C'est vrai. Et ainsi de suite. Et là au niveau, vous voyez, de tout à l'heure, des compteurs A et B, est-ce que 6 x 5, 30 divisé par 2, donc est-ce que 15 est égal à 15? C'est vrai. Et est-ce que 6 divisé par 2 est égal à 5 divisé par 2? Si on se place en termes des entiers, eh bien c'est vrai. Donc voilà l'utilisation de la fonction if numComp du package eToolbox. Maintenant, je vais vous présenter une fonction qui est l'analogue, mais maintenant pour les dimensions, pour pouvoir comparer des dimensions. Donc, alors, je ne suis pas un grand spécialiste, mais étant donné que les dimensions peuvent être à virgule, peut-être que c'est une solution pour implémenter des calculs sur des réels. Donc après je suis pas un grand spécialiste, mais bon, ouais, on va voir ici comment ça fonctionne. Donc ici, là, on va utiliser la commande anti/if dimcomp, donc qui va être 6 dimensions comparaison. Première dimension, on met bien l'unité, parce qu'il y a plusieurs unités possibles dans la tête. Je vous rappelle, on peut utiliser les points, les centimètres, les millimètres, des valeurs relatives, et ainsi de suite. Donc ici on met, est-ce qu'un centimètre c'est égal à 28,45 45 274 points? Il va nous demander si c'est vrai ou si c'est faux. Je n'en ai aucune idée, mais je suppose que ça doit être vrai, sinon quel est l'intérêt d'avoir mis autant de chiffres après la virgule? Ensuite on peut vérifier, on peut utiliser, donc pareil, la dimension des comparaisons, mais on peut faire comme tout à l'heure, faire des opérations sur les longueurs, donc ça c'est très pratique. Vous voyez, on peut rajouter 7 points et 5 points et diviser par 2, et vérifier si c'est plus petit que 2 points.
Donc ça c'est très bien si on veut par exemple sur une même ligne insérer des boîtes et on veut ou des figures, on veut que ça prenne la bonne dimension. Donc là on peut faire des calculs avant de mettre l'objet. On peut faire plein de choses. Et là, on fait le même type d'opération, mais l'intérêt de cet exemple est de montrer qu'on peut faire les calculs avec des valeurs à virgule. Donc 3,725 points plus 0,025 points multiplié par 2, est-ce que c'est plus petit que 7 points? Donc il y a tout plein de choses. Ensuite, on retrouve vraiment l'analogue des exemples précédents. C'est très bien de faire des opérations sur des longueurs, mais si elles sont fixes, il n'y a pas besoin de faire des structures conditionnelles. Par contre, si on utilise des longueurs qui peuvent varier, donc par exemple ici, on crée une nouvelle longueur avec la commande /newLength et on appelle ça la longueur A. Donc regardez bien d'ailleurs la nuance par rapport à tout à l'heure. Les compteurs, on n'avait pas besoin d'anti-slash, mais pour les longueurs, on a besoin d'anti-slash. On fixe cette longueur via la commande anti/setLength. On la fixe à 7,25 points, on crée une longueur B, on la fixe à 4,75 points, et ensuite on va aller dans le cœur de l'exécution, c'est-à-dire la comparaison. Donc là on a, est-ce que si on additionne ces deux longueurs et qu'on divise par 2, on obtient quelque chose de plus grand que 2,75 points x 2, enfin bon voilà, vous avez compris le principe. On peut faire beaucoup d'opérations avec des variables non fixées, on peut mélanger un petit peu tout. Et dernier exemple, qu'est-ce qu'on nous montre? Voilà, on fait encore un calcul. Je ne sais pas exactement cet exemple-là, la différence par rapport à l'autre. C'est peut-être une histoire d'arrondi, comme tout à l'heure. Enfin bon, on compile. Alors le résultat, voilà, on arrive ici, la partie des dimensions. Et là, on a le même fonctionnement, donc on compare six choses-là. Alors on voit qu'un centimètre, c'est égal à 28,4527,4 points. Et on peut faire plein de choses de cette manière-là. Alors, dernière chose que je vais vous présenter du package eToolbox, c'est une fonction qui permet de faire des boucles. Donc, j'ai implémenté un exemple. Alors, j'ai pas fait attention si dans le manuel il y avait un exemple demi. Mais voilà, je me suis dit on a vu comment utiliser des structures conditionnelles. Et ben maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une boucle tant que à l'aide du package eToolbox. Donc, j'en avais déjà présenté un autre package qui permettait de faire des boucles, qui était le package multi-do. Donc voilà, une façon de faire sans utiliser le package multi-do, mais en utilisant le package eToolbox. Donc l'idée c'est la suivante, on va créer un nouveau compteur, que j'appelais count_i, qui va compter justement le nombre d'itérations qu'on a réalisées. On va commencer on va le fixer à 0, donc voilà, on fait aucune itération. Et la commande qu'on va utiliser, c'est la commande anti/while bool expr. Donc elle va prendre d'abord une expression, puis à tester justement, puis elle va prendre ce qui va être le code à exécuter. Donc là j'ai un tout petit trou de mémoire sur comment ça fonctionne. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir le manuel puisqu'il est là. Donc j'ai dit que c'était la commande while bool expression. Donc voilà, hop, on y est. Donc vous voyez ici la commande, on va enlever ça. Donc while bool expression, elle prend une expression, puis elle prend la portion du code à exécuter. Donc elle va évaluer l'expression comme if bool expression et répéter le code, va exécuter le code qui est à ce niveau-là tant que l'expression est vraie. Et il faut que la partie du code soit valide en tech et en latex, un des deux. Et on nous précise que cette commande est robuste. Alors je vous avoue que le robuste, c'est une notion que je n'ai pas encore bien saisie. Mais il faudrait que je me penche dessus plus tard. Donc on a tout d'abord une expression là, alors comme if bool expression, qui doit justement nous dire si c'est vrai ou si c'est faux. Donc une expression à utiliser, et la portion du code à exécuter. Donc on va reprendre notre document qui est là. Donc on a d'abord le premier élément que j'avais préparé, et la seconde partie. Donc dans la seconde partie, ce qu'on voit, c'est que je demande d'afficher la valeur du compteur i, donc de count i, virgule. Et là, step count i, c'est tout simplement pour faire avancer d'un pas le compteur i, parce que si on fait une boucle tant que, mais que la variable qui va nous servir, la variable d'array, elle n'évolue pas, on va se retrouver dans une boucle infinie. Hein. Donc là, il faut bien penser à le faire. Faites attention, sinon à la compilation, votre document, déjà ça va compiler longtemps, puisqu'il va y avoir une infinité de fois le texte affiché. Donc il faut faire attention à ce type d'erreur. Et au niveau de la condition, on a ici un booléen. Alors, on va essayer de décortiquer tout ça. On a bool, qui doit être une opération. Et là, on a une condition, if numComp. Donc, voilà, on va comparer des choses. Donc, qu'est-ce qu'on a là? On utilise la commande if numComp, donc pour comparer des nombres. Elle va comparer quoi? Elle va comparer la valeur du compteur i.
Très bien. Et elle va demander si elle est plus petite que 6. Et elle va demander si c'est vrai ou si c'est faux. Donc l'idée c'est la suivante. On va exécuter la portion du code qui suit tant que le compteur i est plus petit que 6. Donc voilà, ça c'est l'idée, l'exécution. Donc on part de 0, on va augmenter de 1 à chaque itération, mais tant que c'est plus petit que 6, on recommence. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que l'expression, elle a besoin d'une expression. Ils nous ont dit, dans le manuel, qu'elle avait besoin d'une expression qui ressemblait à if bool expr. Donc là, c'est ce qu'on a fait en utilisant ici bool, qui va justement nous dire le rendu de l'expression if numcomp, donc qui va être vrai ou faux, mais on va considérer que c'est un booléen. Et le booléen va automatiquement être évalué comme étant vrai ou faux, en fonction du résultat de la commande if numcomp. Donc l'idée c'est ça, on compare le compteur i à la valeur d'arrêt 6, si c'est vrai, ça crée un booléen qui contient la valeur vraie, si c'est faux, ça crée un booléen qui contient la valeur faux, et la commande while bool expr va justement continuer d'exécuter la portion du code si elle obtient un booléen de type vrai, et s'arrêter si elle obtient un booléen de type faux. Donc ici, on devrait voir afficher 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou peut-être 0, puisque je commence à 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5. On compile, hop, on y est, et maintenant, hop, on y est, voilà. 0, 1, 2, 3, 4, 5 qui a été exécuté. Donc maintenant, après vous pouvez vous amuser, hein, si je veux qu'il exécute ça 600 fois, je ne sais pas si c'est trop, mais on va voir. Je compile, et voilà, on a tout de suite notre liste qui s'est remplie toute seule via la boucle tant que. Donc là, ça peut être pratique hein, pour certaines opérations. Si vous voulez quelques exemples d'utilisation, j'en avais fait, il me semble, à l'aide du quand j'avais présenté le package multidoo, donc il suffit de reprendre les mêmes exemples. Un autre exemple que moi j'utilise à titre personnel, c'est lorsque par exemple j'édite un document où je veux laisser de la place pour écrire du texte, mais je veux par exemple mettre des lignes de texte, parce que c'est du papier blanc, donc à l'impression pour que quelqu'un puisse remplir. Je mets des lignes en pointillés, j'ai pas envie de mettre les lignes à la main, ou mettre les pointillés à la main. Ce que je fais, c'est que je crée une ligne de pointillés, et je lui demande de la répéter un certain nombre de fois, grâce au package multidoo, ou grâce au package eToolbox. Voilà. Bien écoutez, ceci termine la vidéo de présentation du package eToolbox, sachant que, vous l'aurez compris, nous n'avons vu que très peu des fonctionnalités de ce package. Si vous êtes vraiment intéressé, n'hésitez pas à consulter le manuel. Et puis, on va s'arrêter ici. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à maintenant. Et puis, on se retrouve pour une prochaine vidéo sur le langage LaTeX.